Arrête-toi une seconde. Regarde autour de toi. Le plafond au-dessus de ta tête. Les murs autour de toi. La ville derrière ta fenêtre. La planète sous tes pieds. Le ciel au-dessus. Les étoiles. Les galaxies. Les amas de galaxies. Les superamas. Les filaments cosmiques qui relient tout ça ensemble. Tout ce que tu viens d'imaginer. Tout ce que l'humanité a jamais observé. Tout ce que nos télescopes ont jamais capturé. Tout ce que nos équations ont jamais décrit. Tout ça, c'est l'univers. Et maintenant, voici la question que tu ne peux pas éviter une fois qu'elle entre dans ta tête. Qu'est-ce qu'il y a au-delà? Pas au-delà des étoiles, pas au-delà des galaxies, pas au-delà de l'univers observable, au-delà de l'univers lui-même, après la dernière galaxie, après le dernier photon, après la frontière de tout ce qui existe. Qu'est-ce qu'il y a là? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a rien? Et si c'est le vide, qu'est-ce que ce vide contient? Un vide parfait est-il encore quelque chose ou n'est-il vraiment rien? Ces questions semblent philosophiques. Elles semblent abstraites. Elles semblent impossibles à répondre. Mais voici ce qui est extraordinaire. La physique moderne a des réponses. Pas des certitudes absolues, pas des confirmations expérimentales directes, mais des réponses théoriques rigoureuses, des modèles mathématiques cohérents, des prédictions testables. Et ces réponses sont parmi les choses les plus étranges et les plus vertigineuses que la science ait jamais produites. Ce soir, nous allons aller là où aucun être humain ne pourra jamais aller physiquement, au-delà de l'univers. Ce soir, et nous allons explorer ce que la physique dit vraiment sur ce qui existe au-delà de notre cosmos. Ce soir, nous allons confronter les questions les plus profondes que l'esprit humain puisse poser. Et à la fin de ce documentaire, tu ne regarderas plus jamais le ciel nocturne de la même façon. Si tu aimes explorer les mystères les plus profonds du cosmos avec nous, prends un instant pour t'abonner à l'Abîme. Maintenant, commençons par le début. Qu'est-ce que l'univers exactement? Pas au sens philosophique, au sens physique précis. L'univers, dans sa définition la plus rigoureuse, est la totalité de l'espace, du temps, de la matière et de l'énergie qui existent de façon causalement connectée à nous. Causalement connectée. Ce détail est crucial, car ça signifie que l'univers que nous pouvons en principe observer est délimité par la vitesse de la lumière et l'âge de l'univers. La lumière voyage à 299 1792 km par seconde. L'univers a environ 13,8 milliards d'années. Donc la lumière la plus ancienne que nous pouvons recevoir vient d'une source qui était à environ 13,8 milliards d'années-lumière de nous au moment où elle a émis cette lumière. Mais l'univers s'est expansé depuis. Donc cette source est maintenant à environ 46 milliards d'années-lumière. L'univers observable a un diamètre d'environ 93 milliards d'années-lumière. Une sphère de 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Un volume tellement immense que si tu essayais de le compter en comptant un atome par seconde depuis le Big Bang, tu n'aurais compté qu'une infime fraction des atomes de cette sphère. Et pourtant, cette sphère énorme, cet univers observable qui contient environ 2000 milliards de galaxies, chaque galaxie contenant des centaines de milliards d'étoiles, chaque étoile potentiellement entourée de planètes. Tout cela n'est qu'une fraction de ce qui existe.
parce que l'univers observable n'est pas tout l'univers. C'est juste la partie de l'univers dont la lumière a eu le temps de nous parvenir depuis le Big Bang. Au-delà de notre horizon cosmique, il y a plus, beaucoup plus, peut-être infiniment plus, de l'espace, de la matière, des galaxies, des étoiles, des planètes, peut-être de la vie, peut-être des civilisations. Tout ça existe peut-être là, juste hors de notre portée observationnelle, et nous ne pouvons pas le voir. Pas maintenant, pas jamais, parce que la lumière de ces régions n'arrivera jamais jusqu'à nous, et l'expansion de l'univers est trop rapide. Ces régions s'éloignent de nous plus vite que la lumière ne peut traverser l'espace qui nous sépare. Alors, voilà la première vérité troublante. L'univers que nous voyons n'est pas tout l'univers. C'est juste notre bulle causale, notre horizon cosmique, une sphère arbitraire définie par notre position et l'âge du cosmos. Il y a plus, probablement beaucoup plus, peut-être infiniment plus. Mais ça, c'est encore à l'intérieur de l'univers, à l'intérieur du même espace-temps continu. La vraie question est différente. La vraie question est, qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'univers lui-même, au-delà du tissu de l'espace-temps, au-delà de la structure même de la réalité telle que nous la connaissons? Pour répondre à ça, nous devons d'abord comprendre ce que c'est que l'espace. Et qu'est-ce que l'espace, vraiment? Pas l'espace interstellaire, pas l'espace entre les galaxies, l'espace lui-même, ce substrat dans lequel tout existe. La physique moderne, notamment la relativité générale d'Einstein, décrit l'espace non pas comme un conteneur vide dans lequel les choses se trouvent, mais comme un tissu dynamique, une structure géométrique qui peut être courbée, étirée, tordue. La gravité n'est pas une force qui agit à distance. C'est une courbure de ce tissu causé par la présence de masse et d'énergie. L'expansion de l'univers n'est pas les galaxies qui se déplacent dans l'espace. C'est l'espace lui-même qui s'étire, emportant les galaxies avec lui. Et voici quelque chose de fondamental. L'espace n'est pas quelque chose qui existait avant l'univers et dans lequel l'univers a émergé. Et l'espace est partie intégrante de l'univers. Il a été créé avec l'univers. Il s'est développé avec l'univers. Le temps aussi. Avant le Big Bang, il n'y avait pas d'espace qui attendait que l'univers y naisse. Il n'y avait pas de temps qui s'écoulait en attendant que le Big Bang se produise. L'espace et le temps ont émergé avec le Big Bang, ce qui amène la question la plus profonde de toutes. Si l'espace a été créé avec l'univers, alors l'espace se termine avec l'univers. Il n'y a pas d'espace au-delà de l'univers dans lequel l'univers se trouverait. Alors, qu'est-ce qu'il y a au-delà? La réponse standard est « la question ne fait pas sens ». Demander ce qu'il y a au-delà de l'univers, c'est comme demander ce qui est au nord du pôle Nord. La question présuppose une géographie qui n'existe pas. Mais cette réponse, bien qu'elle soit techniquement correcte dans le cadre de la relativité générale, est profondément insatisfaisante parce qu'elle ne nous dit pas vraiment ce qu'il y a. Elle nous dit juste que notre question est mal posée et les physiciens théoriques n'en sont pas restés là. Ils ont développé des théories qui suggèrent des réponses beaucoup plus radicales, des réponses qui redéfinissent ce que nous entendons par au-delà. La première réponse vient de la mécanique quantique et de la théorie de l'inflation. Rappelons ce qu'est l'inflation cosmique. Juste après le Big Bang,
dans une fraction de seconde infinitésimale, l'univers a connu une expansion extraordinairement rapide. Pas rapide dans le sens où les choses se déplaçaient vite dans l'espace, mais dans le sens où l'espace lui-même se créait à une vitesse fantastique. Et un volume de la taille d'un proton est devenu, en une infime fraction de seconde, un volume de la taille d'une bille de marbre, puis d'une orange, puis de la Terre, puis de notre système solaire, puis de notre galaxie, et au-delà. L'expansion a ensuite ralenti pour devenir l'expansion cosmique graduelle que nous observons aujourd'hui. Mais voici ce que la théorie de l'inflation éternelle prédit. Dans de nombreux modèles d'inflation, l'inflation ne s'arrête pas partout en même temps. Elle s'arrête localement dans certaines régions, créant des bulles d'univers où les conditions physiques se stabilisent et où des structures comme les galaxies, les étoiles et les planètes peuvent se former. Notre univers est l'une de ces bulles. Mais pendant que notre bulle se stabilisait, le reste de l'espace continuait à s'inflater éternellement. Et dans cet espace en inflation éternelle, d'autres bulles continuent de se former, d'autres univers, pas des univers métaphoriques, des univers physiques réels, avec leurs propres lois de la physique, leurs propres constantes fondamentales, leurs propres histoires. Certains de ces univers pourraient avoir une gravité différente, des forces électromagnétiques différentes, des constantes différentes qui rendent la chimie impossible, ou au contraire, qui permettent une physique encore plus riche que la nôtre. L'inflation éternelle prédit que notre univers est entouré d'autres univers, comme des bulles de savon dans une mousse cosmique. Mais ces autres univers sont complètement déconnectés de nous, séparés par des étendues d'espace en inflation éternelle que rien ne peut traverser. Nous ne pourrons jamais les observer directement et nous ne pourrons jamais les atteindre, mais ils pourraient exister. Et s'ils existent, la question « qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'univers ?» a une réponse fascinante. D'autres univers, dans un espace infiniment plus grand que le nôtre, une mousse cosmique de réalités parallèles, chacune s'ignorant des autres, chacune complète en elle-même. Mais c'est seulement la première réponse. La deuxième réponse vient de la théorie des cordes. La théorie des cordes est l'une des tentatives les plus ambitieuses de la physique pour unifier toutes les forces fondamentales de la nature dans un seul cadre mathématique cohérent. Elle propose que les particules élémentaires ne sont pas des points sans dimension, mais de minuscules cordes d'énergie vibrante. Et pour être mathématiquement cohérente, et la théorie des cordes nécessite que l'univers ait plus que 4 dimensions, beaucoup plus. Dans ses formulations les plus courantes, la théorie des cordes nécessite 10 ou 11 dimensions, 4 que nous connaissons, les 3 dimensions d'espace et une dimension de temps, et 6 ou 7 dimensions supplémentaires qui seraient compactifiées, enroulées sur elles-mêmes à des échelles infiniment petites, si petites que nous ne pouvons pas les détecter avec nos instruments actuels. Mais dans la formulation appelée M-théorie, qui est une version à 11 dimensions, qui unifie plusieurs variantes de la théorie des cordes, ces dimensions supplémentaires ne sont pas nécessairement compactifiées. Elles pourraient être grandes. Et dans ces dimensions supplémentaires grandes, il pourrait exister d'autres membranes,
d'autres univers, pas seulement comme des bulles séparées dans un espace en inflation, mais comme des membranes parallèles dans un espace de dimension supérieure. Des univers qui existent littéralement à côté d'une autre, séparés par une distance dans une dimension que nous ne pouvons pas percevoir, peut-être à quelques millimètres de nous dans cette dimension supplémentaire, inaccessible, invisible, mais proche. Cette idée, appelée le scénario des Bran ou Branwald scénario, a des implications remarquables. Elle suggère que la gravité est si faible comparée aux autres forces fondamentales parce qu'elle est la seule force qui se propage dans toutes les dimensions. Les autres forces, l'électromagnétisme, les forces nucléaires, sont confinées à notre membrane. Mais la gravité se dilue en se propageant dans les dimensions supplémentaires. Et ce qui expliquerait pourquoi tu peux résister à la gravité de la Terre entière en soulevant un simple aimant. L'aimant utilise l'électromagnétisme, confiné à notre brane et donc très concentré. La gravité de la Terre se dilue dans des dimensions supplémentaires. Si cette théorie est correcte, alors, au-delà de notre univers, dans des dimensions que nous ne pouvons pas percevoir, il y a d'autres réalités, d'autres mondes, peut-être habités, peut-être conscients, peut-être en train de se poser les mêmes questions que nous. La troisième réponse est la plus radicale de toutes, et elle vient d'un endroit surprenant. Elle vient de la mécanique quantique. En 1957, un jeune physicien américain nommé Hugh Everett publia sa thèse de doctorat à Princeton. Dans cette thèse, il proposait une interprétation de la mécanique quantique qui allait devenir l'une des idées les plus controversées et les plus fascinantes de toute la physique, l'interprétation des mondes multiples. Pour comprendre l'idée d'Everett, il faut d'abord comprendre le problème de la mesure en mécanique quantique. En mécanique quantique, une particule subatomique comme un électron n'a pas de position définie tant qu'on ne la mesure pas. Elle existe dans une superposition de tous ses états possibles simultanément. Un électron peut être simultanément ici et là, simultanément avec un spin vers le haut et un spin vers le bas. C'est expérimentalement confirmé. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas notre ignorance de l'état réel de la particule. C'est la nature fondamentale de la réalité quantique. Mais quand on mesure l'électron, elle en trouve toujours une position définie, un spin défini. La superposition s'effondre. Comment ça se produit? Pourquoi? L'interprétation standard, dite de Copenhague, dit simplement que la mesure provoque l'effondrement de la fonction d'onde. Mais Everett rejeta cette explication. Il proposa quelque chose de radicalement différent. La superposition ne s'effondre jamais. Jamais. Quand on mesure un électron et qu'on trouve qu'il est ici avec spin vers le haut, l'autre possibilité ne disparaît pas. L'univers se divise. Dans une branche de l'univers, tu as mesuré l'électron ici avec spin vers le haut. Dans une autre branche, qui est maintenant un univers séparé et indépendant, tu as mesuré l'électron là avec spin vers le bas. Les deux toits existent dans deux univers distincts qui ne peuvent plus communiquer. Et cette division se produit constamment, à chaque interaction quantique, à chaque événement probabiliste dans la nature. À chaque instant, l'univers se ramifie en branches innombrables. Chaque branche est un univers complet, un univers avec son histoire,
ses galaxies, sa vie, ses consciences. L'interprétation des mondes multiples d'Everett implique donc un nombre extraordinairement grand d'univers. Un nombre qui grandit à chaque instant à une vitesse incompréhensible. Des univers où tu as fait des choix différents. Des univers où des événements historiques se sont produits différemment. Des univers où les lois de la physique ont divergé légèrement à cause d'événements quantiques différents dans les premiers instants. Ces univers ne sont pas dans un espace au-delà du nôtre. Ils sont, dans un sens, superposés au nôtre et dans une structure mathématique appelée l'espace de Hilbert. Un espace abstrait de dimensions infinies dans lequel toutes les branches quantiques de l'univers coexistent. L'au-delà dans l'interprétation des mondes multiples n'est pas un lieu spatial. C'est une dimension abstraite de possibilités réalisées. Maintenant, voici quelque chose qui va te troubler davantage. Ces trois théories, l'inflation éternelle, la M-théorie, l'interprétation des mondes multiples, sont toutes des exemples de ce que les physiciens appellent le multivers. L'idée que notre univers n'est pas seul, qu'il existe d'autres univers, beaucoup d'autres univers, peut-être une infinité d'autres univers. Le cosmologiste Max Tegmark de l'Institut de technologie du Massachusetts a développé une classification du multivers en 4 niveaux. Et le niveau 1 est le multivers cosmologique simple, l'espace qui s'étend au-delà de notre horizon observable, même physique que la nôtre, mais des régions que nous ne pouvons pas voir. Le niveau 2 est le multivers de l'inflation éternelle, des bulles d'univers avec potentiellement des constantes physiques différentes. Le niveau 3 est le multivers quantique d'Everett, toutes les branches de la fonction d'onde. Et le niveau 4 est le multivers le plus radical de tous. Tegmark appelle ça le multivers mathématique. L'idée est la suivante. Nous remarquons que l'univers est remarquablement bien décrit par les mathématiques. Pas approximativement, pas grossièrement, avec une précision extraordinaire. Les équations de Maxwell décrivent l'électromagnétisme. Les équations d'Einstein décrivent la gravité et les équations de la mécanique quantique décrivent le comportement des particules. Ces équations fonctionnent avec une précision qui dépasse tout ce dont nous aurions besoin pour des applications pratiques. Tegmark pousse cette observation à sa conclusion logique ultime. Si les mathématiques décrivent si bien l'univers, c'est peut-être parce que l'univers est fondamentalement mathématique. Pas que l'univers suit des lois mathématiques, mais que l'univers est une structure mathématique. Et si c'est vrai, alors chaque structure mathématique cohérente est un univers réel, pas métaphoriquement, physiquement réel. Toutes les équations qui peuvent décrire un univers cohérent décrivent un univers qui existe. Ce qui implique l'existence d'univers avec des lois de la physique complètement différentes des nôtres et des univers avec plus de dimensions, moins de dimensions, des univers sans particules, des univers avec des forces que nous n'avons pas nommées, des univers où le temps ne s'écoule pas vers l'avenir. Tous ces univers existent dans le multivers mathématique de Tegmark. Et notre univers est juste l'un d'entre eux, la structure mathématique particulière dans laquelle nous nous trouvons, celle qui permet la complexité, la chimie, la vie, la conscience, pas parce qu'elle a été choisie ou conçue spécialement, mais parce que,
dans un multivers de toutes les structures mathématiques possibles, il était inévitable que certaines permettent des êtres capables de se demander pourquoi ils existent. C'est le principe anthropique dans sa forme la plus radicale. Là, nous observons un univers compatible avec notre existence, parce que nous ne pouvons, par définition, observer que des univers dans lesquels des observateurs peuvent exister. Mais revenons à quelque chose de plus ancré dans l'observation. Est-ce qu'on peut avoir des preuves empiriques que d'autres univers existent? La réponse est peut-être. Et ces preuves potentielles sont fascinantes. Si notre univers a effectivement émergé de l'inflation éternelle comme une bulle dans une mousse de réalité parallèle, alors d'autres bulles existent. Et ces autres bulles pourraient parfois entrer en collision avec la nôtre. Pas maintenant, pas dans le futur proche, mais dans le passé cosmique. Si notre univers a subi une collision avec un univers voisin tôt dans son histoire, et cette collision aurait laissé une trace dans le fond diffus cosmologique, une signature, une anomalie dans la distribution de la température du fond diffus, une zone circulaire légèrement plus chaude ou plus froide que la moyenne. Des équipes de cosmologistes ont cherché ces signatures, et les données du satellite Planck ont révélé des anomalies dans le fond diffus cosmologique qui ne correspondent pas parfaitement aux prédictions du modèle standard. Une région froide anormalement grande, appelée le cold spot, une asymétrie dans la distribution des températures entre les deux hémisphères du ciel. Ces anomalies pourraient avoir des explications dans le cadre du modèle standard. Fluctuations statistiques, biais d'observation. Mais certains cosmologistes soutiennent que ces anomalies sont cohérentes avec les signatures attendues de collision avec d'autres univers bulles. Ce n'est pas une preuve, c'est une indication, une possibilité. Mais l'idée qu'on puisse un jour détecter la signature physique d'un autre univers dans nos observations cosmologiques est extraordinairement profonde. L'au-delà laisserait des traces en deçà. Voyons maintenant un angle que peu de gens explorent quand ils pensent à l'au-delà de l'univers. La question du temps. Nous avons parlé de ce qui existe au-delà de l'espace de l'univers. Mais qu'est-ce qui existe au-delà du temps de l'univers? Avant le Big Bang? La réponse standard de la relativité générale est que cette question ne fait pas sens. Le temps a commencé avec le Big Bang. Il n'y a pas d'avant. Mais cette réponse est à nouveau insatisfaisante. Et la physique théorique propose là encore des alternatives fascinantes. Le modèle de l'univers bouncing, ou univers rebondissant, propose que notre Big Bang n'était pas le début de tout. C'était un rebond. Notre univers a peut-être contracté avant d'exploser. Dans ce modèle, un univers précédent a subi un effondrement gravitationnel vers un état de très haute densité, puis a rebondi pour créer notre Big Bang. Et cet univers précédent avait lui-même peut-être rebondi d'un univers encore plus ancien, une série infinie de Big Bangs et de Big Crunches, un univers cyclique, sans début ni fin, juste des cycles. Un autre modèle, proposé par Stephen Hawking et James Hartle dans les années 1980, suggère quelque chose de différent. Dans leur modèle sans frontières, l'univers n'a pas de frontière temporelle initiale. Le temps lui-même change de nature près du Big Bang, devenant une dimension spatiale supplémentaire. Dans cette formulation, demander ce qu'il y avait avant le Big Bang
est comme demander ce qu'il y a au sud du pôle sud. La question présuppose une structure qui n'existe pas. Mais ça ne signifie pas que rien n'existait. Ça signifie que notre concept de l'avant et de l'après ne s'applique pas à cette région de la réalité. Peut-être que ce que nous appelons le temps est une propriété émergente qui n'existe que dans des régions de l'univers suffisamment froides et organisées pour permettre des processus thermodynamiques irréversibles. Peut-être que le temps lui-même disparaît dans les conditions extrêmes du Big Bang ou des singularités des trous noirs. Et si c'est vrai, et alors, au-delà de l'univers dans le sens temporel, il n'y a pas rien. Il y a quelque chose de complètement différent du temps, quelque chose que nos concepts actuels ne peuvent pas saisir. Voici maintenant la question qui transcende toutes les autres. Supposons que tout ce que nous avons exploré soit vrai. Supposons que notre univers soit une bulle dans l'inflation éternelle. Qu'il y ait des dimensions supplémentaires avec des univers parallèles. Que les branches quantiques créent continuellement de nouvelles réalités. Que toutes les structures mathématiques cohérentes existent. Il y a encore une question plus profonde. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pas pourquoi y a-t-il notre univers plutôt qu'un autre? Pourquoi y a-t-il quoi que ce soit? Pourquoi l'existence plutôt que l'inexistence? Que c'est la question que le philosophe Leibniz posait déjà en 1714. Et c'est la question à laquelle la physique, aussi puissante soit-elle, ne peut pas encore répondre. Certains physiciens tentent des réponses. Lawrence Krauss, dans son livre A Universe from Nothing, argue que les fluctuations quantiques du vide peuvent créer de la matière et de l'énergie spontanément, que le rien quantique est instable et tend vers quelque chose. Mais comme l'a noté le philosophe David Albert, le vide quantique dont parle Krauss n'est pas vraiment rien. C'est un état quantique avec des propriétés définies, un champ avec une énergie minimale. Le vrai rien, l'absence absolue de toute propriété, de tout état, de toute loi, de toute potentialité, n'est peut-être pas accessible à la physique, parce que la physique, par définition, et parle de ce qui existe et de ses propriétés. La question pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien pourrait être la frontière ultime entre la science et la philosophie. Ou peut-être que cette frontière sera repoussée un jour. Peut-être qu'une théorie encore à venir nous montrera que l'existence est en quelque sorte nécessaire, que le rien absolu est lui-même impossible, que quelque chose doit exister. Mais nous n'en sommes pas là. Et peut-être que c'est bien ainsi. Il est important de s'arrêter ici et d'être honnête sur quelque chose. Tout ce que nous venons d'explorer est soit de la cosmologie observationnelle bien établie, soit de la physique théorique spéculative. L'inflation éternelle est une théorie sérieuse soutenue par de nombreux cosmologistes. Mais elle n'est pas confirmée expérimentalement. La M-théorie et les dimensions supplémentaires sont des frameworks mathématiques cohérents, mais ils n'ont pas encore produit de prédictions testables confirmées. L'interprétation des mondes multiples est une interprétation valide de la mécanique quantique, mais elle n'est pas la seule, et le débat entre interprétations reste ouvert. Le multivers mathématique de Tegmark est une proposition philosophique et scientifique fascinante, mais elle est extrêmement difficile à tester. Nous ne savons pas avec certitude ce qu'il y a au-delà
de notre univers observable, nous ne savons pas si le concept même d'au-delà a un sens. Mais nous avons des théories, des cadres mathématiques, des pistes, et c'est déjà extraordinaire. Il y a quelque chose de profondément humain dans cette exploration, et nous sommes une espèce qui regarde les étoiles et se demande ce qu'il y a au-delà. Qui construit des télescopes pour voir plus loin? Qui développe des mathématiques pour décrire l'indescriptible? Qui invente des théories pour explorer l'inaccessible? Cette curiosité est peut-être ce que nous avons de plus précieux, plus que notre intelligence, plus que notre technologie, plus que nos civilisations. Cette capacité à nous demander ce qu'il y a au-delà de ce que nous pouvons voir. À refuser de se satisfaire de la réponse, nous ne pouvons pas savoir. À continuer de chercher, même quand les réponses s'éloignent à mesure qu'on avance, même quand chaque réponse ouvre de nouvelles questions plus profondes. Pense à où nous en sommes. Il y a quelques siècles, les humains ne savaient pas que la Terre tournait autour du Soleil. Il y a un siècle, nous ne savions pas que l'univers s'expandait. Il y a 60 ans, nous ne savions pas que les trous noirs existaient réellement. Il y a 30 ans, nous ne savions pas que l'expansion accélérait. Il y a 20 ans, nous ne savions pas que des exoplanètes étaient si communes. Il y a 3 ans, nous ne savions pas si nous pourrions jamais analyser l'atmosphère d'une exoplanète dans la zone habitable. Maintenant, nous le pouvons. Et dans 60 ans, dans 100 ans, peut-être que nos descendants auront des preuves directes de l'existence d'autres univers. Peut-être qu'ils auront développé une théorie qui rend le multivers aussi bien confirmé que la relativité l'est aujourd'hui. Peut-être qu'ils auront répondu à la question « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» et ou peut-être qu'ils découvriront que cette question était mal posée, que la réalité est si différente de ce que nous imaginons que nos concepts même d'univers, d'au-delà et d'existence devront être complètement reformulés. L'histoire de la science est l'histoire de la reformulation radicale de ce que nous croyons comprendre. Et c'est précisément ça qui la rend si magnifique. Revenons une dernière fois à la question initiale. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'univers? La réponse honnête est « Nous ne savons pas avec certitude ». Mais la physique moderne suggère plusieurs possibilités fascinantes. Peut-être d'autres univers bulles dans un espace en inflation éternelle. Peut-être d'autres membranes dans des dimensions que nous ne percevons pas. Peut-être des branches quantiques de la réalité dans un espace de Hilbert infini. Et peut-être la totalité de toutes les structures mathématiques cohérentes. Peut-être quelque chose d'entièrement différent. Quelque chose que nous n'avons pas encore conceptualisé. Ou peut-être que la question n'a pas de sens, qu'il n'y a pas d'au-delà, parce que l'univers est tout ce qui est, que l'espace, le temps et la réalité sont des propriétés de l'univers, pas des conteneurs dans lesquels l'univers se trouve. Chacune de ces réponses est vertigineuse à sa façon, et chacune nous rappelle quelque chose de fondamental. Nous sommes une espèce jeune, sur une petite planète, dans une galaxie ordinaire, dans un univers dont nous ne comprenons que les contours. Nous avons commencé à regarder vers l'extérieur il y a quelques milliers d'années seulement. Nous avons commencé à comprendre la structure de l'univers il y a quelques siècles.
et nous avons commencé à explorer ces confins il y a quelques décennies. Et déjà, nos théories nous emmènent au-delà de ce que nous pouvons voir, au-delà de ce que nous pouvons atteindre, au-delà de l'univers lui-même. Ce soir, tu as regardé au-delà, pas avec tes yeux, avec ta conscience, avec cette capacité unique que possède l'espèce humaine de se projeter hors de sa réalité immédiate pour contempler l'infini, et cet infini te regardait peut-être en retour, depuis des univers que nous ne verrons jamais, depuis des dimensions que nous ne percevrons jamais, depuis des réalités qui n'ont peut-être pas de mots dans notre langage, mais qui existent, peut-être. Si tu veux continuer à explorer ces mystères avec nous, notre prochain documentaire de l'abîme plonge dans quelque chose de tout aussi vertigineux et ces trous noirs supermassifs au cœur des galaxies. Ces monstres dont personne ne comprend vraiment l'origine, et la théorie choquante qui suggère que nous vivons peut-être à l'intérieur de l'un d'eux, à très bientôt dans l'abîme. Mais avant de conclure ce soir, explorons encore 3 concepts qui poussent encore plus loin les limites de ce que nous venons de discuter. 3 idées que même les physiciens les plus audacieux hésitent à défendre publiquement. 3 frontières où la science et la philosophie se fondent en quelque chose de nouveau. La première est l'idée que l'univers est une simulation. Nous avons parlé du multivers mathématique de Tegmark. L'idée que toutes les structures mathématiques cohérentes existent physiquement. Mais il y a une autre façon d'aborder cette question. En 2003, le philosophe Nick Bostrom de l'université d'Oxford formula ce qu'il appela l'argument de la simulation. L'argument est simple, mais redoutable. Si une civilisation technologique avancée peut créer des simulations de conscience, et si elle en crée beaucoup, alors statistiquement, la plupart des consciences qui existent sont des consciences simulées. Pas des consciences biologiques comme la nôtre, des consciences dans des simulations. Et si c'est vrai, quelle est la probabilité que tu sois l'une de ces rares consciences biologiques plutôt qu'une des innombrables consciences simulées, statistiquement faibles, ce qui suggère que nous sommes peut-être nous-mêmes dans une simulation. Et si c'est le cas, alors, au-delà de notre univers, il y a quelque chose d'encore plus troublant. Il y a le monde réel dans lequel tourne notre simulation. Un monde avec sa propre physique, sa propre réalité. Peut-être un monde complètement différent du nôtre. Peut-être un monde tellement étranger à notre expérience que nous ne pourrions pas le reconnaître comme réel même si on nous le montrait. Des physiciens comme Seth Lloyd du MIT ont exploré sérieusement cette possibilité. Ils ont cherché des signatures de simulation dans les lois de la physique. Certains ont proposé que la nature discrète de la mécanique quantique, le fait que l'espace et le temps semblent avoir une structure minimale à l'échelle de Planck, pourrait être cohérente avec une architecture computationnelle. D'autres ont argué que si l'univers était une simulation, nous pourrions peut-être détecter des artefacts computationnels dans les données cosmologiques et des patterns qui ne devraient pas exister dans un univers purement physique, mais qui pourraient exister si l'univers était calculé selon une grille de données avec une résolution finie. Ces recherches n'ont pas encore trouvé de preuves concluantes, mais elles illustrent quelque chose d'important.
même l'idée que notre univers est une simulation est devenue une hypothèse scientifique sérieuse, quelque chose qu'on peut tester, ou du moins chercher à tester, ce qui implique que l'au-delà de notre univers dans ce scénario est quelque chose d'encore plus radical que les autres univers bulles ou les dimensions supplémentaires. C'est la réalité fondamentale, le substrat ultime, ce dans quoi notre univers simule et tourne. Et cette réalité fondamentale est par définition inaccessible à nous de l'intérieur de la simulation, et sauf peut-être dans les bugs, dans les anomalies, dans les endroits où la simulation montre ses coutures. La deuxième idée, encore plus radicale, concerne la conscience elle-même. Certains physiciens et philosophes ont proposé que la conscience n'est pas seulement un phénomène qui existe dans l'univers, mais qu'elle joue un rôle fondamental dans la structure de la réalité. L'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique dit que la fonction d'onde s'effondre lors de la mesure. Mais qu'est-ce que la mesure exactement? Dans les formulations les plus strictes, certains ont proposé que c'est la conscience de l'observateur qui cause l'effondrement, que la réalité quantique reste indéterminée jusqu'à ce qu'une conscience consciente l'observe. Cette interprétation est controversée. Beaucoup de physiciens la rejettent, mais elle a des défenseurs sérieux. Et si elle est correcte, alors la conscience n'est pas simplement un phénomène émergent dans l'univers. Elle est une propriété fondamentale de la réalité. Elle joue un rôle dans la définition de ce qui existe, ce qui amène la question vertigineuse. Si la conscience joue un rôle fondamental dans la réalité, qu'est-ce que ça implique pour ce qui existe au-delà de l'univers observable? Est-ce que l'existence nécessite une conscience pour être réelle? Est-ce que des univers sans observateur existent réellement? Ou est-ce que l'existence est intrinsèquement liée à la possibilité d'être observée? Ces questions ne sont pas rhétoriques. Elles touchent à quelque chose de fondamental sur la nature de la réalité. Et la physique n'a pas encore de réponse. Et la troisième idée est peut-être la plus vertigineuse de toutes. Elle concerne l'information. Ces dernières décennies, plusieurs physiciens ont développé l'idée que l'information est le concept fondamental de la physique, plus fondamental que la matière, plus fondamental que l'énergie, plus fondamental que l'espace et le temps. Le physicien John Wheeler, qui a notamment inventé le terme « trou noir », résumait cette idée par la formule « it from bit ». Le IT, les choses physiques, émerge du bi, de l'information. Dans cette vision, l'univers est fondamentalement de l'information qui se traite elle-même. Les lois de la physique sont des règles de traitement de l'information. Les particules sont des nœuds d'information. Et l'espace-temps lui-même pourrait être une structure émergente issue de relations d'information. Et cette idée est au cœur de ce qu'on appelle la holographie cosmique. Le principe holographique, développé notamment par Gerard T. Hooft et Leonard Susskind dans les années 1990, suggère que toute l'information contenue dans un volume de l'espace peut être encodée sur sa surface délimitante, comme un hologramme ou une image tridimensionnelle est encodée sur une surface bidimensionnelle. Appliqué à l'univers entier, le principe holographique suggère que notre réalité tridimensionnelle pourrait être la projection
d'une réalité bidimensionnelle fondamentale, que notre univers, avec toutes ses dimensions, toutes ses structures, toute sa richesse, est l'ombre holographique d'une réalité plus profonde. Et cette réalité plus profonde se trouve sur une surface cosmique, l'horizon cosmique. Et ce qui implique que l'au-delà de notre univers, dans ce cadre, n'est pas un espace supplémentaire. C'est une couche de réalité plus fondamentale, une couche informationnelle, une structure abstraite à partir de laquelle notre univers physique émerge. Tout ça est spéculatif, tout ça est à la frontière de la physique établie, mais tout ça est sérieux. Ces idées sont explorées par des physiciens de premier rang, dans des journaux scientifiques révisés par les pairs. Elles font des prédictions, parfois vagues, parfois précises. Elles constituent l'avant-garde de notre compréhension de ce qu'est la réalité fondamentale. Et elles convergent toutes vers quelque chose de remarquable. L'au-delà de l'univers n'est pas le vide. Ce n'est pas le néant. C'est peut-être quelque chose de plus riche, de plus fondamental, de plus étrange que notre univers lui-même. Notre univers avec ses galaxies, ses étoiles, ses planètes, sa vie, sa conscience, toute cette richesse extraordinaire pourrait n'être qu'une facette d'une réalité encore plus vaste et plus profonde. Une réalité dont nous sommes une projection, un reflet, une ombre sur la paroi d'une caverne cosmique. Comme les prisonniers de la caverne de Platon qui ne voyaient que les ombres des objets réels, nous pourrions ne voir que les projections d'une réalité plus fondamentale. Mais contrairement aux prisonniers de Platon, nous ne sommes pas condamnés à regarder les ombres. Nous développons des mathématiques, des théories, des télescopes. Nous cherchons les failles dans la projection, les endroits où la réalité sous-jacente montre quelque chose de différent. Et peut-être qu'un jour, et nous percerons le voile, peut-être que nous verrons au-delà de notre caverne cosmique, peut-être que nous comprendrons de quoi notre univers est le reflet. Jusqu'à ce jour, nous continuons de regarder, de chercher, de nous demander qu'est-ce qu'il y a au-delà. Cette question a traversé l'humanité depuis ses origines. Elle a animé les mythologies, les religions, les philosophies, les sciences, et elle continue de nous animer parce qu'elle est fondamentale, parce qu'elle est constitutive de ce que nous sommes. Nous sommes l'espèce qui regarde au-delà de l'horizon, au-delà du visible, au-delà de l'univers. Et ce regard, même s'il ne voit pas encore clairement, même s'il cherche dans le noir, même s'il ne comprend pas toujours ce qu'il entrevoit, et ce regard est peut-être la chose la plus précieuse que l'univers ait jamais produite. Un univers qui se regarde lui-même, qui se demande ce qu'il est, qui cherche ses propres frontières et qui refuse de s'arrêter là. Si tu veux continuer à explorer ces mystères avec nous, notre prochain documentaire de l'abîme plonge dans quelque chose de tout aussi vertigineux. Ces trous noirs supermassifs au cœur des galaxies. Ces monstres dont personne ne comprend vraiment l'origine. Et la théorie choquante qui suggère que nous vivons peut-être à l'intérieur de l'un d'eux. À très bientôt dans l'abîme.